Le plan de Poutine s'effondre une fois de plus. Le président russe a invité jusqu'à 12 soldats nord-coréens à entrer en Russie pour faire une démonstration de force. Pour la première fois, des forces étrangères autres que des mercenaires sont officiellement impliquées dans la bataille. Au lieu de renforcer la lutte de la Russie, cette initiative s'est transformée en un énorme désastre, malgré le désir de Poutine de faire croire au monde qu'elle représentait ses relations et renforçait sa position. Les Nord-Coréens sont engagés dans un conflit sanglant à propos de Koursk, où la contre-offensive inattendue de l'Ukraine en août 2024 a coûté à la Russie 450 miles carrés de territoire et plus de 90 villages. Poutine se sent humilié par le fait que l'Ukraine refuse maintenant de bouger. La contre-offensive russe a été gravement compromise lorsque les forces ukrainiennes ont détruit un bataillon entier de troupes nord-coréennes en moins de 48 heures. Le pire, c'est qu'il s'agissait ostensiblement de guerriers d'élite. Qu'a donc fait Poutine de mal? Quelles sont les implications de tout cela pour la future participation potentielle de la Corée du Nord à la guerre en déclin de la Russie? La nouvelle vient en premier. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dans son discours du soir du 4 janvier que les vaillantes forces ukrainiennes à Koursk avaient détruit un bataillon entier de soldats nord-coréens. Pour mettre les choses en perspective, un bataillon est généralement composé de 500 à 0 soldats. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certains bataillons peuvent donc compter à quelques centaines de soldats, d'autres un 0 homme. Quoi qu'il en soit, l'Ukraine vient d'éliminer un pourcentage important des forces que la Corée du Nord avait envoyées en Russie pour aider Poutine dans ses tentatives de reconquête de Koursk en tuant un bataillon entier. Le fait que la Corée du Nord ait subi ces pertes énormes en seulement 2 jours de combat est le pire de tout. Lors de sa présentation quotidienne, Zelensky a informé son auditoire que le commandant en chef avait également fait le point sur la situation dans la région de Koursk. En particulier, l'armée russe a perdu 2 bataillons d'infanterie, dont des soldats nord-coréens et des parachutistes russes, lors des affrontements d'hier et d'aujourd'hui près d'un seul village, Makhnovka, dans la région de Koursk, a indiqué M. Zelensky. Pour l'Ukraine, qui se bat pour conserver Koursk, cette nouvelle est un véritable coup de fouet pour le moral des troupes. Selon les rapports, depuis que l'Ukraine a commencé sa contre-offensive dans l'oblast vers la fin de 2024, la Russie a récupéré près de 40% du territoire qu'elle avait capturé auparavant. Cela s'ajoute à l'offensive russe dans la région de Donetsk, qui s'est traduite par des gains modestes et le contrôle d'environ 1/5 du territoire ukrainien. En outre, dans son discours, M. Zelensky a fait référence aux parachutistes russes et aux forces nord-coréennes. Cela indique que lors de ses attaques sur les positions défensives de l'Ukraine, la Russie tente de mélanger des soldats nord-coréens avec des Russes en réorganisant ses bataillons. Peut-être s'agit-il d'une erreur tactique, d'autant plus que ces différents groupes de soldats seront toujours séparés par une importante barrière linguistique. Peut-être que l'énorme succès de l'Ukraine en seulement 2 jours peut être attribué à des problèmes de communication à l'intérieur de l'unité russe. Ce n'est qu'une hypothèse. Nous savons cependant qu'un bataillon russe entier qui comprenait un nombre important de soldats nord-coréens est maintenant complètement détruit sur le champ de bataille de Koursk. Cette annonce fait suite à d'autres affirmations selon lesquelles la contre-offensive russe à Koursk ne se déroule pas comme prévu, cette fois de la part d'Olexandre Syrsky, le chef de l'armée ukrainienne. Comme nous l'avons indiqué précédemment, Poutine a rassemblé 50 soldats pour reprendre la région. Avant même que l'Ukraine ne détruise la brigade en grande partie nord-coréenne, la Russie avait perdu plus de 38 soldats dans l'oblast, selon un message télégramme de Syrsky datant du 1 janvier. En outre, l'allégation de M. Zelensky fait suite à une autre allégation des services d'espionnage sud-coréens selon laquelle l'Ukraine aurait réussi à appréhender un soldat nord-coréen blessé à Koursk. Malheureusement, le soldat est décédé des suites de ses blessures pendant sa captivité en Ukraine, qui n'a donc probablement pas pu obtenir de lui des renseignements utiles concernant la contre-offensive de Poutine à Koursk. Tout cela nous amène cependant à une conclusion unique et évidente. L'utilisation de troupes nord-coréennes par Poutine à Koursk ne fonctionne pas comme prévu. Quiconque connaît l'état dans lequel se trouvaient ces soldats nord-coréens lorsqu'ils sont arrivés en Russie ne devrait pas s'en étonner. Selon un rapport du London Evening Standard au 6 décembre, les troupes nord-coréennes n'avaient pas encore rejoint la contre-offensive de Koursk. L'explication est simple et ils n'ont pas l'entraînement nécessaire pour être autre chose que de la chair à canon pour le hachoir à viande de Poutine. Selon un responsable occidental, les principales raisons pour lesquelles la République populaire démocratique de Corée, RPDC, n'a pas encore entamé le conflit sont un entraînement insuffisant et un manque de soutien logistique. Les forces nord-coréennes occupaient plutôt des positions secondaires dans les territoires tenus par les Russes, ce qui permettait à ces derniers d'avancer tandis que les Nord-Coréens restaient en défense. De toute évidence, la situation a changé. De nombreuses troupes nord-coréennes perdent la vie en combattant sur les lignes de front, et ce, même si la Corée du Nord est censée avoir envoyé ses meilleurs soldats en Russie. Un grand nombre des 12 soldats nord-coréens qui sont entrés
entrée en Russie auraient été membres du corps spécial militaire russe Storm. Bien que le terme meilleur soit relatif, il s'agirait de la crème de ce que l'armée nord-coréenne peut offrir. Le corps des tempêtes est peut-être ce que la Corée du Nord a de mieux à offrir, mais il est encore loin des forces ukrainiennes aguerries à Koursk, comme l'a déclaré Hanul, un transfuge nord-coréen, à la BBC le 20 décembre. Selon Hanul, qui a servi dans l'armée nord-coréenne pendant plusieurs années avant de s'enfuir, les membres du corps des tempêtes étaient les mieux nourris des forces armées. Encore une fois, il s'agit d'un terme relatif. Avec un régime à base de maïs écrasé et de choux en décomposition, Hanul a perdu 22 livres en un mois alors qu'il servait dans le corps des tempêtes. Au bout de 3 mois, son unité était si mal nourrie qu'elle a dû être envoyée dans un centre de récupération spécial pour reprendre du poids. De plus, la situation alimentaire ne s'est pas améliorée lorsque le corps d'élite des tempêtes a été envoyé pour la première fois en tant que garde de première ligne. Lorsque le repas est arrivé dans l'unité de Hanul, il ne restait plus grand-chose du maïs qui avait été remplacé par du riz. La majorité du riz a été siphonnée par les unités de l'arrière et ce qui est parvenu au corps des tempêtes a été coupé au sable pour donner l'impression d'un repas respectable. Ce sont les meilleures troupes que la Corée du Nord a déployées en Russie. Elles étaient tellement affamées qu'elles étaient à peine capables de fonctionner. Au moins, le corps des tempêtes reçoit un entraînement plus intense que les autres soldats nord-coréens, n'est-ce pas? Pas vraiment en fait. Lee Young-song, un autre transfuge nord-coréen de l'armée, affirme que la RPDC choisit exclusivement les individus les plus grands et les plus forts pour rejoindre le corps des tempêtes. Lee a même affirmé avoir participé à leur entraînement en leur apprenant les arts martiaux et la fabrication d'armes artisanales à partir de restes de cuisine. Toutefois, à Koursk, où Poutine fait passer ses soldats nord-coréens dans le même type de hachoir à viande que celui qu'il a construit en Ukraine, ce type d'entraînement ne servira à rien. Selon Hanul, le corps des tempêtes doit maîtriser les armes, un autre domaine dans lequel l'élite nord-coréenne est défaillante. Il affirme n'avoir tiré que 3 balles réelles au cours d'une séance d'entraînement pendant qu'il faisait partie de l'unité. Comme la majorité des membres du corps des tempêtes, il n'a jamais brandi son arme avec rage. Selon Hanul, il s'en était rapproché le plus lorsqu'il est tombé sur un fermier qui s'était égaré dans une zone démilitarisée en Corée alors qu'il cherchait de la nourriture. Le fermier a été envoyé par Hanul qui n'a pas respecté la coutume d'abattre tout intrus, mais son arme n'a pas voulu se décharger. Tout cela est bien loin des vidéos de propagande du Storm Corps qui les montre en train d'arracher des chaînes au mur et de briser des blocs de glace entiers à main nue. Cela permet également de comprendre comment l'Ukraine a réussi à éliminer un bataillon entier de ses prétendus super soldats en seulement 2 jours de combat à Kaoursk. Les corps d'assaut ne sont même pas des soldats régulièrement entraînés et encore moins des soldats d'exception. Même Poutine n'était pas assez confiant pour envoyer des troupes nord-coréennes au front comme chair à canon lorsqu'il les a acquises pour la première fois. Il s'agit essentiellement de sous-fifres sous-alimentés et mal entraînés. En outre, ces soldats doivent toujours faire face à la barrière de la langue et au fait qu'ils sont confrontés à des militaires ukrainiens qui se défendent contre les soldats russes depuis des années, même s'ils ont reçu une formation supplémentaire de la part de la Russie. Les Nord-Coréens n'ont jamais eu cette possibilité. C'est pourquoi un bataillon entier est aujourd'hui en ruine. Le fait que les Storm Corps soient censés se spécialiser dans la pénétration est bien pire pour la Corée du Nord. Selon les rapports, ils s'entraînent à se faufiler derrière les lignes ennemies et à semer le chaos, ce qui n'est pas le cas non plus. Le déploiement de ces troupes par Poutine sur les lignes de front de Koursk donne les résultats escomptés, parce qu'ils ne sont pas à la hauteur et parce que Poutine les emploie d'une manière à laquelle ils ne sont pas habitués. Ces soldats nord-coréens meurent, tous sont blessés en grand nombre. Tout ceci n'est qu'une preuve supplémentaire de l'incompétence tactique de la Russie durant toute la campagne militaire spéciale de Poutine. Cela soulève également la question de savoir ce qui va se passer ensuite. Il y a de fortes chances que nous assistions à de nouvelles pertes et à de nouveaux décès parmi les troupes nord-coréennes. Tant qu'il n'aura pas regagné la zone perdue ou qu'il ne sera pas à court de troupes, Poutine n'arrêtera pas sa contre-offensive vouée à l'échec. Compte tenu de ce qui arrive aux troupes russes de Corée du Nord au-delà de la perte récente d'un bataillon entier, cette dernière possibilité commence à sembler plus réaliste que la première. Zelensky a participé à l'émission du podcasteur américain Lex Fridman le lendemain du jour où il a révélé la dévastation de l'unité nord-coréenne. La suggestion de Fridman selon laquelle l'Ukraine pourrait envisager de pardonner à Poutine pour mettre fin à la guerre a été l'un des passages les plus cinglants de l'interview. Zelensky a rapidement mis fin à cette idée, soulignant que personne ne pouvait logiquement penser à pardonner à quelqu'un qui avait détruit tant de villes et massacré des milliers de citoyens de son pays. Cependant, malgré la nature tendue de la discussion, Zelensky a révélé l'efficacité de la bataille de Koursk menée par l'Ukraine contre les forces nord-coréennes.
Environ 300-800 soldats nord-coréens ont été tués ou blessés dans la région jusqu'à présent, comme nous avons déjà discuté de certains des facteurs contribuant au nombre élevé de morts en Corée du Nord. Cela représente environ un tiers des 12 soldats que la Corée du Nord aurait envoyés. Il s'agit de troupes d'élite, les forces que la Russie a reçues sont mal entraînées et il n'existe pas de troupes d'aucune sorte. Cependant, il existe une autre explication au nombre élevé de morts parmi les soldats nord-coréens. Selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, ces soldats, qui doivent souvent combattre à pied, avec peu d'aide et des armes de piètre qualité, ont été utilisés par Poutine pour lancer des attaques par vagues humaines contre les forces ukrainiennes. Ils absorbent maintenant les munitions ukrainiennes en utilisant les nord-coréens comme chair à canon. Le plan de Poutine est simple, plus l'Ukraine dépensera de munitions pour les soldats nord-coréens, moins elle aura de munitions pour lutter contre les attaques de troupes russes plus compétentes. Afin d'éviter d'être arrêtés par les Kursk ukrainiens, de nombreux soldats nord-coréens se suicident tant la situation est désastreuse. Selon Kirby, cela s'explique par le fait que beaucoup de gens s'inquiètent de la sécurité de leurs proches restés au pays. Ils vivent dans un pays qui, après tout, surveille presque tout ce qu'ils font. Les soldats sont maintenant en Russie, mais la surveillance se poursuit. Afin de réduire la possibilité que le président nord-coréen Kim Jong-un se venge de leur famille, certains nord-coréens se suicident peut-être parce qu'ils préfèrent que l'on se souvienne d'eux comme étant morts vaillamment au combat. Ces bilans nord-coréens sont quelque peu erratiques. Fin décembre, Zelensky a déclaré que l'Ukraine avait tué ou blessé plus de 3 nord-coréens. Par conséquent, si l'on en croit l'Ukraine, le nombre de victimes nord-coréennes a augmenté de plus de 800 en un peu plus d'une semaine. Toutefois, la Corée du Sud estimait à l'époque que la Corée du Nord avait perdu plus de 100 soldats, soit près d'un dixième des troupes envoyées par Kim à Poutine. Il s'agit en tout état de cause de pertes considérables. Ces chiffres pourraient être portés à un 0 si un bataillon entier était détruit. Le chiffre actuel est d'environ 300-800 après l'anéantissement du bataillon, en supposant que le chiffre de 3-0 avancé par l'Ukraine à la fin du mois de décembre était correct. L'histoire de la Corée du Nord à Kursk est celle d'une perte. Les pertes ont commencé à s'accumuler dès la mi-décembre, alors que Poutine commençait à peine à déplacer ses troupes nord-coréennes vers Kursk sur la ligne de front. La Corée du Nord a perdu au moins 30 soldats lors d'un seul engagement avec les forces de défense ukrainiennes entre le 14 et le 15 décembre. Depuis lors, alors que Poutine a poussé davantage de forces de Kim vers le front, le nombre de victimes n'a fait qu'augmenter. Nous savons donc que les troupes nord-coréennes continueront d'arriver jusqu'à épuisement total de leurs effectifs. La majorité des hommes de Kim seront réduits à de la chair à canon pour le hachoir à viande en raison de la stratégie de la vague humaine de Poutine. Parce qu'ils redoutent ce qui arriverait à leurs proches, restés au pays, même ceux qui veulent s'échapper se suicideront avant d'être appréhendés ou de déserter. Si les choses continuent ainsi, la force nord-coréenne de 12 hommes devrait être complètement épuisée d'ici la fin du mois de mars ou le début du mois d'avril. À cette date, la Russie se trouverait dans une situation très précaire si Poutine n'a pas repris la région perdue de Kursk. Zelensky a sans aucun doute des opinions sur ce qui devrait se passer après la dévastation du bataillon nord-coréen. Il le réclame depuis la fin de l'année 2024. Le président ukrainien souhaite que la Chine empêche l'envoi de nouvelles troupes de Kim en utilisant son pouvoir sur la Corée du Nord. Zelensky pourrait interpréter la perte de ce bataillon et les 300-800 victimes nord-coréennes que l'Ukraine a déjà causées comme un avertissement à la Chine et à la RPDC. Il serait sage que la Corée du Nord cesse de déployer des troupes sous peine de subir le même sort que ses prédécesseurs. En ce qui concerne l'impact possible de la Chine, Zelensky a déjà affirmé que le peuple coréen ne devrait pas perdre ses ressortissants dans des conflits en Europe. La Chine doit exercer une pression adéquate sur Pyongyang si elle est honnête lorsqu'elle affirme que la guerre ne doit pas s'intensifier. Il ne fait aucun doute que la Chine a fait valoir ses revendications. Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères du pays, s'est même adressé aux Nations Unies en septembre 2024 pour mettre en garde les autres dirigeants mondiaux contre l'expansion du champ de bataille ukrainien. La tâche principale consiste à empêcher le champ de bataille de s'étendre. Le ministre de l'époque a affirmé que la Chine était déterminée à jouer un rôle positif. Toutefois, lorsque la Russie a commencé à déployer des forces nord-coréennes quelques mois plus tard, l'expansion qui, selon la Chine, n'aurait pas dû se produire a eu lieu. Cependant, les actions et les paroles de la Chine divergent souvent considérablement. Après la perte du bataillon, l'Ukraine ne peut probablement pas compter sur la Chine pour exercer une quelconque pression sur la Corée du Nord. Le seul départ des troupes pourrait y suffire. Selon l'East Asia Forum, il est peu probable que la Chine dénonce le déploiement de troupes nord-coréennes par la Russie, malgré son appréhension quant à la possibilité que cet usage renforce encore les liens entre Kim et Poutine.
L'alternative pour l'Ukraine est de continuer à développer la destruction du bataillon. Plusieurs éléments indiquent qu'elle est déjà en train de le faire. Alors que nous rédigions ce texte, Zelensky devait assister à la 25e réunion du groupe de contact sur la défense. Connu sous le nom de groupe de Ramstein, cette réunion qui s'est tenue sur la base aérienne de Ramstein en Allemagne a rassemblé plus de 50 pays pour discuter des questions de sécurité actuelles. Ce groupe a été créé en avril 2022 en réponse à l'invasion de l'Ukraine par Poutine et la majorité de ses membres sont également membres de l'Union européenne et de l'OTAN. La date de réunion prévue pour cette itération particulière était octobre 2024. Le président Joe Biden a dû la reporter pour faire face aux conséquences de l'ouragan Milton. La conférence est actuellement la dernière occasion pour M. Zelensky de séduire les partisans de l'Ukraine, en particulier l'Amérique, avant que Donald Trump ne devienne président. Avant qu'il ne prenne ses fonctions, M. Zelensky tente de s'attirer les faveurs de M. Trump en affirmant à la télévision ukrainienne qu'il peut prendre des décisions rapides et qu'il peut aider l'Ukraine à arrêter M. Poutine. Cependant, il est concevable que Zelensky utilise le 25 groupe de rassemblement de Ramstein pour obtenir d'autres dons d'équipements militaires que son pays pourra utiliser pour la défense de Koursk. En ce qui concerne Koursk, l'Ukraine agit également de manière indépendante en lançant une contre-offensive dans la région. La nouvelle d'une seconde offensive sur Koursk a commencé à faire surface le 5 janvier, un jour après que Zelensky ait déclaré que l'unité nord-coréenne avait été détruite. Au lieu de rester en retrait et de protéger ses positions existantes, l'Ukraine a commencé à attaquer l'oblast sous plusieurs angles. Le 5 janvier, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir déjà déjoué 2 de ses contre-attaques. La Russie a déclaré avoir détruit les contre-attaquants ukrainiens à 9 miles à peine de la frontière ukrainienne grâce à une réponse décisive comprenant un soutien de l'artillerie et de l'aviation. Il convient d'être sceptique face à ces déclarations. En définitive, l'Ukraine affirme que la contre-offensive contre le Koursk russe se déroule sans encombre. Selon CNN, Andriy Yermak, chef du bureau présidentiel ukrainien, a donné des nouvelles positives de la région de Koursk sur Telegram le 5 janvier. La Russie n'en fait qu'à sa tête. Quoi qu'il en soit, il est évident que l'Ukraine estime être en mesure de frapper la Russie et sa force militaire nord-coréenne après avoir tué un bataillon entier à Kosyrovsk. On ne sait pas si la contre-attaque de l'Ukraine est le fruit du désespoir ou d'un regain de confiance, mais une chose est presque certaine, la Russie va continuer à attaquer. Cela implique que la Corée du Nord perdra encore plus de soldats que les quelques 300-800 qu'elle a déjà perdus, plus le bataillon que l'Ukraine a détruit le 4 janvier. Davantage de morts nord-coréens résulteront d'un plus grand nombre de vagues humaines. Cela nous amène à la dernière question que nous poserons dans cette vidéo. Kim Jong-un va-t-il déployer des troupes supplémentaires à Koursk pour défendre la Russie ? Zelensky pense que c'est possible. Zelensky a déclaré que la Corée du Nord pourrait déployer 30 à 40 soldats supplémentaires sur le front de Koursk lors de sa discussion en podcast avec Lex Fridman. Ces troupes contribueraient à l'énorme hachoir à viande que Poutine a construit, ce qui quadruplerait presque la force de contre-attaque totale qu'il a rassemblée lors de sa première tentative de récupération du Koursk. Zelensky a informé Fridman qu'il pourrait en apporter davantage. 30-40 ou peut-être 500, ils sont capables d'amener un grand nombre de personnes. Pourquoi ? En raison de leur autoritarisme, de l'ordre et de tout le reste. Et cela pourrait indiquer que les problèmes de l'Ukraine sont loin d'être terminés. Elle a fait un travail fantastique en éliminant 300-800 nord-coréens lors de la contre-offensive de Koursk de Poutine, ainsi qu'un bataillon nord-coréen entier en 2 jours. Cependant, Kim a plus de troupes en réserve. En outre, si l'on en croit Radio Free Europe, Kim ne semble pas se préoccuper des défaites actuelles de la Corée du Nord. Étant donné qu'il reçoit plus d'argent, de pétrole et de secrets militaires en échange de chaque soldat qu'il livre à Poutine, il s'apprête probablement à renforcer son soutien à la Russie. Le fait que l'Ukraine ait détruit une unité nord-coréenne à Koursk indique-t-il que Zelensky est en train de gagner la bataille dans l'oblast, ou est-ce le signal dont Kim et Poutine ont besoin pour envoyer des troupes nord-coréennes supplémentaires dans la région déchirée par le conflit? Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo et vous invitons à nous faire part de votre opinion dans la section des commentaires.